On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures à Amber Lake. Mais au lieu de se concentrer sur Lisa qui était dans une sorte d'étrange posture, nous allons revenir quelques jours en arrière et prendre pour cette fois un point de vue tout à fait différent, celui de Meredith Carter, la shérif d'Amber Lake. Et du coup, Alban va incarner et se glisser dans la peau de notre personnage. Et nous revenons sur la scène de la dernière fois où Meredith avait été appelée pour faire une étrange découverte macabre dans la forêt d'Aspenwood. La nuit était tombée depuis bien longtemps sur Amber Lake, enveloppant la petite ville dans une obscurité humide et glaciale. Le souffle du vent faisait bruire les branches des arbres et le parfum humide de la forêt d'Aspenwood imprégnait l'air, lourd de mystère et de menaces. Meredith Carter, shérif d'Amber Lake, avait espéré que sa journée était terminée. Depuis une demi-heure déjà, elle s'était préparée à rentrer chez elle, rêvant d'un bain chaud et de silence. Mais son téléphone avait sonné, brisant son illusion de repos. Sous la lumière crue de sa lampe torche, elle progressait péniblement à travers les sentiers boueux, grognant intérieurement de ne pas avoir pris ses bottes. La terre meuble s'infiltrait dans ses chaussures, alourdissant chacun de ses pas. Le vent soufflait avec une insistance froide, faisant gémir les branches des vieux chênes comme si la forêt elle-même murmurait des secrets oubliés. Chaque craquement, chaque frémissement semblait décupler le malaise qui grandissait en elle. Elle repéra finalement, non loin, l'éclat d'une autre lampe torche qui se balançait dans la nuit. Un homme l'appela d'une voix rauque. « Shérif, c'est par ici !» cria une silhouette noire. Meredith renifla, ajusta son manteau contre l'humidité mordante et pressa le pas. Elle connaissait bien cette voix. Jot, un homme qui traînait depuis des années dans les environs, à moitié ermite, à moitié bricoleur, une légende locale. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait là. Il avait tout plaqué un jour, disparu dans les bois pour y construire ses cabanes, loin du monde civilisé. Certains disaient qu'il avait gagné à la loterie et perdu la tête. Il portait comme toujours sa fameuse casquette des Thunderbirds, l'équipe locale, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux qu'il possédait. Meredith arriva à sa hauteur, et en un regard, elle sut que ce qu'il avait découvert n'était pas quelque chose qu'elle pourrait oublier de sitôt. « Montre-moi ça, Jot », ordonna-t-elle d'une voix plus dure qu'elle ne le souhaiterait, dissimulant l'angoisse qui se tissait dans son ventre. Sans un mot, Jot, les mains tremblantes, la guida dans les ombres projetées par les arbres. Le sentier qu'ils empruntaient longeait le vieux Amber Lake Summer Camp, un camp de vacances en bois où des générations d'enfants étaient venus passer des étés insouciants. Mais ce soir, l'endroit avait une toute autre allure. Les cabanes semblaient silencieuses et vides, comme des spectres veillant sur les cauchemars enfouis dans la forêt. Au loin, le clapotis de l'eau noire du lac s'entendait, rythmé par le vent qui hurlait par intermittence. Tout semblait étrangement paisible, en contraste avec l'effroi que Meredith sentait grimper en elle. Jot la mena jusqu'à un arbre abattu, rongé de l'intérieur par les termites. Ses racines gisaient comme des doigts tordus, griffant le sol. Le tronc massif était creusé, une cavité obscure apparaissant sous le faisceau de la lampe torche. « Là, dans le creux du tronc », murmura Jot, la terreur imprégnant chacun de ses mots. Meredith sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Elle se pencha, éclairant l'intérieur du tronc. Le faisceau de lumière glissa doucement jusqu'à se figer sur une forme inerte. Son cœur manqua un battement. « Oh Seigneur !» souffla-t-elle en reculant d'un pas. Un corps gisait là, à demi enfoui dans la pourriture du bois. Un adolescent, jeune, peut-être 16 ou 17 ans. Ce qui restait de son visage était pâle, presque cireux. Mais ce qui attira immédiatement son regard, ce fut le haut de son crâne. Il manquait. La découpe était nette, presque chirurgicale. Meredith s'approcha malgré elle, éclairant les bords de la plaie. Les contours étaient étrangement réguliers, comme si quelque chose avait prélevé cette partie de son corps avec une précision malsaine. Son souffle devint court et elle sentit son cœur s'emballer alors que son instinct la poussait à vérifier. Prenant une grande inspiration, elle éclaira l'intérieur de ce qui aurait dû être le crâne et retint un cri de dégoût. Le cerveau manquait, complètement.
Ses doigts se crispèrent autour de la lampe torche et une vague d'angoisse l'envahit, menaçant de l'étouffer. C'était comme si son propre esprit refusait de comprendre ce qu'elle voyait, un mélange d'horreur et d'incompréhension qui résonnait dans son corps entier. Joe retira sa casquette, un geste nerveux qui trahissait la panique qu'il tentait de dissimuler. « Ça recommence, hein ?» dit-il d'une voix basse, presque suppliante. Meredith tourna lentement la tête vers lui, cherchant des réponses qu'elle savait ne pas pouvoir trouver. « Je le connais, » murmura-t-elle finalement, son visage pâle sous la lumière. C'est un élève du lycée. Ses mots se perdirent dans le vent qui sifflait entre les branches. Et Meredith reconnaît cet élève. Qui est-il? Alors, il s'agit de Teddy Kefner, la mascotte du lycée. Alors, je te remontre vite fait donc Jot, d'Hermite de Barjo, Oui, complètement. et Teddy, notre victime. Absolument. Le voisin de casier de Lisa, rappelons-le. Ouais, Lisa Jenkins. Tout à fait. Que décide de faire Meredith? C'est Appeler des macabre renforts. découverte. Déjà, appeler, parce que là, il pleut en plus, si je dis pas de bêtises. La première chose à faire va être d'appeler des policiers Alors, afin de... c'est vrai que j'y ai pas pas de- forcément réfléchi au personnel du bureau du shérif. On va dire que tu as 2 adjoints. C'est une petite ville où tu as 2 adjoints, ça veut dire que vous êtes 3, ça va. Ouais. Bah, je vais appeler les 2 adjoints. Qui sont-ils? Vas-y, impro. Impro. Alors, il y a John Langdon, qui est un jeune adjoint, le dernier arrivé en fait en date. Il a 25 ans, donc il est vraiment tout jeune. Pas vraiment beaucoup d'expérience, mais bon, bah, ça va être peut-être la première grosse enquête qu'il va avoir à faire. Parce que généralement, il se concentrait sur tout ce qui était les vols, les violences, les bagarres dans les bars, les choses comme ça. Donc c'est un peu le bleu, on va dire. Et alors attends, faut que je note le nom par contre, parce que moi je te donne les noms, mais si je les note pas... J'ai des notes, t'inquiète aussi. John Langdon, je trouverai les images pour après. Et comment je vais l'appeler l'autre? C'est une femme. Camélia Blair. Comme la sorcière. Et Camélia, c'est un peu mon second, mais vraiment genre mon bras droit, on va dire. Elle est beaucoup plus mince et athlétique que moi. Les cheveux blonds coupés très courts à la garçonne. Et c'est vraiment... J'ai vraiment une confiance aveugle en elle. Voilà, je lui confierai ma vie et la vie de ma fille sans hésiter. Je sais qu'elle est très professionnelle et qu'elle sera d'une grande aide sur cette affaire. D'accord. Eh bien, tu sauras peut-être les réveiller, car c'est toi qui étais de garde cette nuit-là. Donc, ils mettront un peu de temps à venir pour te rejoindre sous la pluie battante. Est-ce qu'il y a un coroner aussi à l'hôpital, par exemple? Ah, le problème, c'est que Amber Lake étant une petite ville et le bureau des shérifs n'ayant pas d'extraordinaires moyens, et surtout de plus en plus avec des coupes budgétaires, tu sais qu'il n'y a pas de coroner officiel, en fait, où c'est plutôt le savoir-faire, il a certains diplômes, mais pas dans le même truc, de la personne qui tient les services de pompe funèbre de la ville. D'accord. Le service funéraire Ibis Funéral, tenu par Monsieur Jekyll. Monsieur Jekyll. Aucune influence de ma part, bien entendu. Aucune référence à American Gods, absolument pas. Monsieur Jekyll. Ok. Et donc, bien qu'il ne fasse pas partie donc, officiellement des forces de l'ordre, en fait,
vous avez fait en fait, le conseil municipal a fait en sorte qu'il soit référent pour aider en cas de ce genre de situation, étant donné que c'est assez rare, des homicides à Amber Lake. On n'est pas à Blackwater, la ville d'à côté, où au contraire c'est bien plus fréquent. Eh bien, je pense malheureusement qu'il va falloir réveiller Monsieur Jackal. Donc je vais l'appeler après avoir appelé mes 2 adjoints. Bien étrangement, tu vois que tu ne le réveilles pas. Il répond déjà très rapidement, sans aucune fatigue dans la voix. Tu m'as dit que c'était quoi son prénom déjà? Il a un prénom? Ou pas? Osman Jackal. Osman. Ok, je l'appelle par son prénom, j'imagine. Non, monsieur Jackal. Monsieur Jackal. Ah, j'ai envie de l'appeler Osman. Bonsoir, Monsieur Jackal. C'est le shérif Meredith Carter. Désolé de vous déranger à une heure aussi tardive, mais on vient de trouver un corps, on a besoin de vos services. Bien, si vous pouvez me l'apporter directement chez moi, au service, je pourrais m'en occuper. Très bien, j'attends mes adjoints, on va récupérer les indices qu'on peut trouver sur les lieux et on vous le ramène d'ici demain matin. Parfait, je vous attendrai de toute façon. Je vais te le présenter quand même physiquement, Osman Jackal. Oh, il est très classe. C'est un afro-américain et Meredith a toujours eu peut-être des doutes sur lui. C'est vrai qu'il a un drôle de tatouage à l'œil. Et il y a pas mal d'histoires qui circulent autour de ce tatouage. Certains disent que ça prouverait que avant cela, d'être un homme serviable au service des pompes funèbres de Amber Lake, il aurait un passé de criminel. C'est typiquement le genre de tatouage qu'on pourrait se faire en prison. Et c'est pas un signe de gang. J'ai toujours eu des doutes, mais pour le moment, il ne m'a jamais donné de raison. Et à savoir aussi qu'il a, comme on le voit sur la photo, une pupille d'une autre couleur. C'est tout à fait normal. Alors non, en fait, c'est l'IA qui s'est foiré, mais je trouve une explication. C'est qu'en fait, il a un œil de verre. Ah, d'accord. Je croyais qu'il avait une achromatie, en fait, il a un œil de verre. Très bien. Donc l'œil de verre, il est, j'imagine, là où il a le tatouage. Voilà, oui, c'est la pupille dorée, en effet. La couleur, c'est moins normal. Ok, très bien. Bah du coup, en attendant, je vais demander à Jote de ne rien toucher. Ah oui, rien, moi. Je vais te demander, Jote. Oui. Ça fait peur tout ça. Je sais, n'en parle à personne en tout cas, parce que là pour le moment, vu la nature du meurtre, il faut qu'on tire un peu les choses au clair et j'ai pas envie d'alerter la population. C'est encore un coup du brain speaker. Il est revenu, j'en suis sûr. Tu vois qu'il sert sa casquette sur son crâne comme s'il voulait se protéger, comme il lui aussi lui ouvrir le crâne en deux, comme si sa casquette allait le protéger. Tu peux me redire le nom du truc parce qu'il faut que je prenne des notes là. Ouais, le brain speaker, le croque-cerveau en français. Ah, le croque-cerveau. Attends, j'essaie d'attraper des feuilles. Mon anglais n'est pas très good, mais donc c'est pour ça que je te donne la VF. Le brain speaker. Ouais. P-I-C-K-E-R. Ouais. Si je me trompe pas. Je suis désolé, hein, je m'organise. Oui. Et tu sors ton petit carnet, tu commences à sortir ton petit carnet de notes sous la pluie et tout, en essayant de te mettre à l'abri sous les branches d'arbres pour éviter que les gouttes de pluie viennent tacher ton carnet et le rendre inutilisable. Absolument. Donc brain speaker. Est-ce que j'ai déjà entendu parler, est-ce que ce nom me parle quand il dit ouais, c'est une légende urbaine. Clairement, c'est une des plus grosses légendes urbaines d'Amberglade, parmi les habitants natifs de la ville qui sont là depuis plusieurs générations. Et tu sais que ton prédécesseur, feu Andrew McGuffin, l'homme qui t'a formé, qui t'a tout appris du métier. Des McGuffin partout. Oui. Était assez au courant de par cette légende locale. Mais en même temps, ce pauvre Andrew McGuffin commence à devenir, tu dois bien le reconnaître malgré toi, un peu sénile sur la fin de l'âge. Il est décédé? Il est décédé. À la maison de retraite. Je ne pourrais pas lui poser des questions.
Euh, Qu'est-ce que tu sais, Joe, sur ce brain speaker? Faut même pas trop parler de ces choses-là, mesdames shérif. Surtout dans les bois et si près du lac. Oh non, 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 non. Ah, je veux pas, je veux pas. Oh, oh, non, 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 non. Il va revenir. Joe, calme-toi. Je l'attrape par les épaules et je le force un peu à fixer mon regard, tu vois, pour le calmer. Écoute, le brain speaker, c'est une légende, d'accord? C'est une légende urbaine, un conte pour faire peur aux gamins. Moi, là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que j'ai un véritable cadavre sur les bras et j'ai besoin de ton aide. Peut-être que c'est quelqu'un qui imite cette légende. Pour le calmer, il te faudra faire un petit test. Avec l'approche qui me semble la plus logique. Là, je pense qu'elle écoute de source pour calmer quelqu'un. Résilience et calme, je dirais. Ouais, à moins que tu fasses avec force passion un coup de baffe. Je pourrais, mais non, ça va être résilience et calme. Eh bien, c'est un succès. Ça y est, ça commence fort. Tu Je m'énerves. suis au taquet. Donc tu vois qu'il se calme un petit peu. Ah ouais, vous avez raison. Ce qui déjà là, bien sûr que ça n'existe pas, le croc de cerveau. Alors, dis-moi tout ce que tu sais sur cette légende, de manière à ce que je puisse après essayer de démêler le vrai du faux là-dedans. On dit que le brain speaker vient pour vous, pour votre cerveau, que il s'en nourrit et que il a faim que tous les 10 ans. Il prélève, il dévore pas plus de 1 à 3 cerveaux par cycle, mais il revient à chaque fois. Nul ne l'a vu. Nul ne sait pourquoi il a besoin de se nourrir de ses cerveaux. Certains disent que c'est pour garder son immortalité. Mais oui, son immortalité. Ouais. Il est là depuis des éons, depuis des siècles et des siècles. Et toi, tu as déjà vu ou entendu des morts comme ça précédemment, dans les 10, 20, 30 ans plus tôt? Vous demandiez. Tu vois qu'il baisse un peu le son de sa voix, qui va un peu de droite à gauche, comme s'il avait peur que vous soyez sûrement espionné. Écoute, espionner. Et il faut que vous demandiez au shérif McGuffin. Il sait tout, il sait plein de choses. Mais McGuffin est mort. Quoi? Tu vois qu'il avait pas l'air de trop percuter. Est-ce qu'il était pas au courant, mais ça m'étonnerait? Ou est-ce qu'il était un peu plus dans sa... Tellement vulnérable que... Il est mort il y a quelque temps déjà, dans la maison de retraite où il était. Mais il doit y avoir ces vieux dossiers quelque part, j'irai les chercher. Ah ouais, renseignez-vous. Le McGuffin, il savait des choses, il savait, ouais. Ok, bon. Est-ce que tu veux bien prendre la lampe torche et éclairer? Je vais essayer de voir si je trouve un peu des indices. Tu vois que quand tu dis ça, juste qu'il passait pouvoir se barrer, se réfugier à ses cabanes... Ah non, je vais avoir du mal à... Enfin, je vais éclairer de mon côté avec ma lampe torche, mais si j'ai des indices à récupérer... Non, mais vu que t'as réussi ton bon jet de calme... D'accord, chérie, je vais vous aider, ouais. Merci. Et du coup, je commence par fouiller un peu autour de l'arbre, là où on a trouvé le corps, à la recherche de tout indice qui pourrait me mener vers le tueur, c'est-à-dire des empreintes de chaussures qui seraient pas les nôtres. Dans la boue, il doit y en avoir. Enfin, en tout cas, il y aura sûrement les nôtres, mais il y en a peut-être d'autres. Je sais pas, des morceaux de vêtements, de choses, tout ce qui pourrait... Peut-être le haut du crâne, même, qui a peut-être été mis ailleurs. On ne sait pas. Tu vois... Donc, fais-moi un petit jet d'approche de comment tu t'y mets pour essayer d'investiguer. Je dirais que ça sera avec intelligence et ruse, puisque j'essaye de chercher méthodiquement. D'accord. Avec des avantages, parce qu'on est sous la pluie. Oui, mais j'ai mon avantage enquêtrice. Est-ce que ça l'annule? Ah oui, ça l'annule.
donc je le fais flat. Eh bien, c'est un succès partiel. D'accord, tu remarqueras deux choses. Moi, surtout une chose en fait. Il y a une absence quasi totale d'empreintes sur le sol, malgré l'humidité. Le terrain étant boueux et propice à laisser des traces, l'absence d'empreintes te semble particulièrement suspecte. Ouais. Soit c'est la pluie qui a fini par délaver le sol, soit on a pris le soin d'effacer délibérément ces traces. Tu as trouvé quelques empreintes partiellement effacées à environ 10 mètres de la zone du tronc où le corps a été trouvé. Mais, il y a quand même une. Mais elles ne sont pas suffisamment nettes pour permettre une identification. Chaussures, mais... tu remarques une forte odeur fongique. Est-ce que l'odeur fongique, donc l'odeur de champignons, ne serait pas normale dans une forêt? Normal, mais c'est vrai que le tronc où il y a pas mal, où on a mis le corps, il y a beaucoup de champignons en décomposition. Voilà. C'est étrange. En tout cas, en effet, ce tronc d'arbre a été envahi de champignons. Ok. Très bien. Je vais faire des prélèvements quand même des champignons. Non, mais alors vraiment, tu sais, les champignons, c'est les gros disques qui forment des grosses sortes de gros disques et tout attachés vraiment au tronc et qui bouffent en fait petit à petit l'intérieur des troncs. Oui, les champignons parasites quoi. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ok. Moi, je vais quand même par précaution faire un prélèvement d'un bout de champignon pour l'analyser. Et je te dis, il faudrait peut-être attendre au moins le lendemain que la pluie cesse et qu'il y ait un peu plus de la clarté du jour pour fouiller un peu mieux les zones alentours. Toute seule, là, tu peux pas te permettre de trop élargir le... Ah non, mais je vais rester près de la zone du corps parce que de toute façon, là, je peux pas trop m'en éloigner. Mais voilà, j'aurais dit aussi à mes adjoints de récupérer quand même un appareil photo. Oui, d'ailleurs, ils arrivent pour prendre en photo le corps avant. Ils arrivent d'ailleurs avec un fourgon en plus, vu que tu leur as sûrement dit que voilà, il fallait ramener le corps aux pompes funèbres. Absolument. Tu vois que Camélia déglutit un petit peu quand même en voyant le corps, mais elle a peut-être déjà vu des crimes tout aussi barbares, tandis que... John, j'imagine que lui, il va être dégobillé dans un coin. Ouais, clairement, le pauvre, ça... En plus, tu vois qu'il a plus le réflexe comme toi et Camilla de se couvrir pour la pluie. Des fois, tu les vois dans les séries américaines, les shérifs qui se mettent un petit film plastique au-dessus du chapeau pour le protéger de la pluie, histoire qu'il ne se prenne pas l'eau. Lui, il a plus ce réflexe. Bon, Langdon, tu te ressaisis, s'il te plaît, on a besoin de toi, là. Oui, pardon, sérieux, excusez-moi, c'est la première fois que je vais faire ça, Je comprends, il n'y a pas de souci. Même moi, ça m'a... Putain, mais il manque le cerveau en plus. Oh putain. Bon, Camélia, prends les photos. Tu as l'habitude, tu prends les photos du corps sous différentes coutures, qu'on ait différents angles de vue. Ensuite, même si elle est que partielle, on va prendre en photo l'empreinte partielle qui est là-bas un peu plus loin. Je leur montre l'endroit où j'ai trouvé les empreintes partielles. Et puis, vous me sécurisez tout ça. Toi, de ton côté, gamin, tu vas... Donc, j'ai gamin, je parle à John. Hein. Tu prends le ruban de délimitation, là, et tu vas me faire un périmètre. Tu vois, tu vas partir de là jusque là-bas, et puis tu reviens au niveau des cabanes. Je veux que personne ne passe. D'accord, il y a des gamins qui viennent de temps en temps, alors pas maintenant à cette heure-ci forcément, mais ce coin, c'est un peu un bésodrome. Donc là, je veux que vous laissiez personne passer. Ok. D'accord, chef. Tu vois qu'il va chercher dans le fourgon les bandes de papier plastique pour ça. Et tu as un peu rouspété dans sa petite barbe. Putain, j'aurais dû accepter ce stage en France à la gendarmerie de Bordeaux, ça aurait été mieux. Il fallait que je fasse la référence aux engagés. Bien sûr.
Et bah, je pense que ça va nous prendre une bonne partie de la soirée, enfin de la nuit, de faire tout ça. Qu'est-ce que j'oublie? Je regarde pas assez de séries policières et de films policiers, je trouve. Bah, je Bah, pense que déjà, en en fait, vrai, tu dis, c'est pas mal. c'est pas mal. En fait, ce qu'il te faut là, une fois qu'ils ont chargé le Par exemple, corps qu'il et arrête de bouclé la pleuvoir. zone, truc à faire, tu sais que c'est les paperasses, c'est Ouais, le la paperasse, chef ouais, je sais. principal, donc il te faudra rentrer et faire ton rapport d'enquête préliminaire. Ouais. Et, tu verras, le MJ, justement, t'a préparé l'aide de jeu, rapport d'enquête préliminaire. Oh, magnifique. Je vais aller voir ça. Du coup, tu Et pourras... je demande. Donc, moi, je repars avec ma voiture au bureau du shérif. Mhm. Et je demande à Camélia. Alors, je prends le gamin avec moi. Et je demande à Camélia d'amener le corps chez le service funéraire Ibis. Oui. Voilà. Et je lui dis après, dis bien à Monsieur Jackal que dès que j'ai fini mon rapport préliminaire, je le rejoins et on fait l'autopsie ensemble. Ça marche, patronne. Allez, et donc du coup, je vais lire le rapport d'enquête Et tu vois préliminaire. que John, il aura une petite remarque, vous n'êtes pas très finaux vu la situation. Bon, ça va être vite fait, l'autopsie, le crâne est déjà ouvert. Je lui mets une petite calotte derrière la tête. Pardon, chef. Un jour, je t'emmènerai voir une autopsie, mais là, t'es pas prêt pour l'instant. Tu vois que quand il dit ça, il devient un peu parlou, il dit ah ouais, c'est bon, putain que je devrais partir à Bordeaux. Alors, je vais lire le rapport préliminaire du coup. Ouais, laisse-nous le lire. Rapport d'enquête préliminaire. En tête, bureau du shérif d'Amberlake. Rapport d'enquête, affaire numéro X 214. Ah, le Date, MJ a oublié de mettre un chiffre à la place d'X. pas grave, c'est très bien. Date 15 octobre 1997. Agent responsable Meredith Carter. Résumé de l'incident. Le 15 octobre 1997, vers 23h15, l'agent Meredith Carter a reçu l'appel de l'habitant local Jote, John O. Alexander Truman, qui a signalé la découverte d'un corps dans la forêt d'Aspenwood à proximité du camp de vacances abandonné Amber Lake Summer Camp. Découverte de la scène. Lieu de la découverte à environ 1,2 km de la route principale, dans un creux au pied d'un arbre abattu. Le corps a été découvert à demi enterré sous des débris de bois et de terre. La victime est identifiée visuellement comme étant Teddy Keffner, 19 ans, élève du lycée local. État du corps. Corps retrouvé en position couché sur le dos, partiellement couvert par des débris de bois. Partie supérieure du crâne manquante, découpe nette et régulière. Absence totale du cerveau, aucune trace apparente de sang dans la cavité crânienne. Possible prélèvement post-mortem. Alors, juste, je demande au MJ parce que ça c'est pas noté, mais il n'y avait pas de liquide crânien non plus. Non. Ok. Autres blessures mineures constatées sur le corps, principalement des ecchymoses et des égratignures. Le corps est encore frais, suggérant que la mort est survenue environ 2 à 3 heures avant sa découverte. Déclaration des témoins. Jote a déclaré avoir trouvé le corps en cherchant du bois sec pour alimenter son foyer. Aucun autre témoin présent sur les lieux au moment de la découverte. Premières hypothèses. Les détails entourant la disparition du cerveau et la découpe précise du crâne laissent supposer une intervention chirurgicale ou l'utilisation d'un instrument spécialisé. Les circonstances sont compatibles avec d'autres incidents signalés dans la région, voire archives. Affaire L-178-1987. Recommandation. Préservation de la scène pour une enquête approfondie par les équipes médico-légales. Envoi du corps au laboratoire d'autopsie pour examen approfondi. J'ai oublié de modifier ça. La signature, blablabla. Voilà, et pour l'instant, ce que tu as comme élément sous ta main. Oui. Eh bien, je pense qu'il va falloir que j'aille voir Monsieur Jackal. Je vais pas arriver à dormir là de toute façon, donc je vais dès que comment ça s'appelle, Camélia revient. Je lui demande de garder le poste. Je vais renvoyer John se reposer parce que il a l'air d'avoir une petite mine. Ouais. Tu vois que Camélia, elle est un peu dégoûtée, dépitée quand elle voit ça, parce que tu sais qu'elle a
des gamins qui sont assez turbulents, surtout une petite de 2 ans qui a du mal à faire ses nuits. Et du coup, elle aurait préféré, tu vois, que ce soit John qui reste, vu que c'est un bleu et qu'il a aucune vie sociale, sûrement. Ouais, mais là, Tu sais que ça crée des discordes un peu entre eux au niveau des congés, des gardes et tout. J'étais plus tenté à donner les gardes à Camélia parce qu'elle est expérimentée, mais c'est vrai qu'elle te met toujours en avant, ouais, ma vie de famille et tout. John, lui, il en a pas et tout, mais tu sais que John, c'est un bleu et que t'as peut-être pas encore autant de confiance en lui. Je lui dis que dès que cette affaire sera résolue, je lui offre des vacances. Pour me faire pardonner. Ah ouais, carrément, vous m'ouvrez des vacances, chérie. Ben, elle me tutoie parce qu'on travaille ensemble depuis pas mal d'années maintenant. Et elle m'appelle Meredith. Hein. Meredith, tu m'offres des vacances, mais c'est trop généreux de ta part. Oui, je sais pas, je rêve toujours d'aller au Grand Canyon. Ah. Quand je dis je t'offre des vacances, je veux dire tu pourras partir en vacances. Oui, j'avais compris, Meredith. Enfin, c'est pas avec nos salaires que bon. Sujet délicat aussi entre vous deux, je pense. Ça te fera quelques jours de congé. Bah, je suis désolé, mais les coupes budgétaires font que voilà. Ouais. Et puis t'as vu le bleu, il tiendra pas ce soir. Hein. Non, mais j'espère qu'il y aura pas de soucis à la maison alors. Tu veux que j'envoie ma fille garder tes gosses? Oui, c'est vrai que peut-être Emilia a l'habitude de garder, de faire un peu de babysitting, mais tu dis que là, on est presque à 1h du matin. Ouais, mais bon, à un moment donné, c'est des enfants dont une de 2 ans, on peut pas les laisser seuls, quoi. Écoute, c'est toi qui me dis si tu réveilles ta propre fille pour qu'elle fasse sa babysitting alors que demain elle a cours. Alors, je vais réveiller ma fille, lui dire va dormir chez Camélia, parce que là j'ai besoin d'elle au poste où c'est pour une urgence et elle peut pas laisser ses gamins seuls. Alors tu vois que la pauvre Émilie, un peu la gueule impactée. D'accord, maman. Merci, ma vu que c'est pas une ado rebelle, t'as de la chance d'avoir une ado qui est une bonne chrétienne. Dis-moi ça, c'est avant qu'elle rencontre un petit Jérémia. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais on n'y est pas. Enfin, elle le connaît, mais voilà. Ça, tu le sais pas, mais il déjà roulé un baptême. Exact, je ne le sais pas. Et heureusement que je ne le sais pas, parce que sinon, je pense que j'aurais arraché sa langue à Jérémia pour la peine. Non mais oh, on ne dévergonde pas ma fille. Je suis une maman tigre. Et en plus, t'es alpise. Et blam. Du coup, je vais aller chez Monsieur Jackal. D'accord. Bien, tu vois que les pompes funèbres, c'est une belle maison en fait. C'est assez étonnant en fait, c'est quand on y arrive. C'est une belle maison de style colonial avec l'entrée typique des maisons coloniales, tout de blanc. Il donne un endroit assez étrange pour y voir un service de pompes funèbres. C'est quand même son commerce est, je dirais pas assez florissant, mais c'est vrai que visiblement il n'est pas parti avec un petit pécule pour faire ses pompes, son service. C'est assez cosy. C'est très bien. Et bien, tu vois que c'est éclairé. Tu connais assez l'endroit et justement son sous-sol où il opère pour le comté et les services de l'ordre. Une sorte d'activité secondaire qu'il fait pour aider et soutenir la communauté d'Amber Lake. Et il est habillé, comme c'est habitué, avec son costard cravate noir, mais par-dessus il a mis des blouses de protection. Ouais. Et alors, quand j'entre, je me masse un peu les tempes parce que toute cette histoire me donne un peu la migraine. Et je lui dis bonsoir Jackal, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose sur ce corps que je ne sais pas déjà. Tu vois que quand tu dis bonsoir Jackal, il tique un petit peu. Tu sais qu'il est il adore puisqu'il est très protocolaire. Donc le monsieur Jackal, tu sais qu'il est. Alors si je sais qu'il est très protocolaire, j'aurais dit bonsoir monsieur Jackal. Bonsoir, shérif Carter. Il se tourne vers toi et c'est vrai que c'est toujours un peu flippant quand il croise ton regard avec son œil doré que tu sais être un faux et ce tatouage qui le sublime. C'est assez vrai et pénétrant. Alors, j'ai pu vous arriver pile au bon moment. J'étais en train de finir. J'ai déjà préparé mon rapport et il est sur la table.
Il a toujours été extrêmement efficace dans son métier. Ah bah oui, effectivement. Pourtant, il fait pas partie officiellement du circuit, on va dire. Mais c'est vrai que tu dis, c'est peut-être même une chance de ne pas avoir de vrais médecins légistes, tant ce monsieur Jekyll est extrêmement efficace dans son travail. Eh bien, je vais regarder ça, je vous remercie. Du coup, je t'invite à... Donc, je sors le rapport d'autopsie, j'imagine. Ouais. Et Alors, tu préviens, bien entendu, il est assez concis, le corps parle de lui-même. oui, effectivement. Donc je lis pas l'entête, gna gna gna. Information sur la victime, nom Teddy Kefner, âge 16 ans. Alors il a 16 ou 19 ans? Parce qu'il y en a un 19, qui putain, dit c'est moi qui m'a... Ah, j'ai pas fini de checker mes aides de jeu, putain. En fait, je les ai fait plusieurs fois. Bon, c'est pas grave, 19 ans. Oh, mais merde, j'ai Date et heure 96 du ans, décès moi. présumé. Estimé entre 24 à 48 heures avant la découverte. Ah Pareil, oui, du voilà, coup, est-ce que je me suis trompé parce que c'est duré 3 heures. Ouais, j'ai une note que je... Ah, je les ai corrigés sur mon Google Doc, mais j'ai pas passé... J'ai fait le copier... Ah, Oh, le poulet. c'est pas grave. Donc 2 à 3 heures avant la découverte, on va dire. Observation externe. 1m75, 65 kg, brun caucasien. Il portait un jean bleu délavé, un sweat Bob Marley et des baskets noires. Quel cliché. Examen crânien. Absence complète de la partie supérieure du crâne. La découpe semble avoir été réalisée avec un instrument de haute précision, scalpel ou scie spécialisé. Absence totale du cerveau et des tissus associés. Autre blessure. Multiples contusions sur les bras, probablement causées par une chute ou une altercation avant la mort. Aucune blessure interne significative, hormis celle liée à l'enlèvement du cerveau. Toxines et analyses sanguines. Des traces de marijuana ont été retrouvées dans le sang et les tissus, indiquant une consommation régulière, probablement quotidienne. Aucune autre substance toxique notable n'a été détectée. Donc déjà, il n'était pas alcoolisé, quoi. Cause probable du décès. Mort liée à une hémorragie cérébrale ou un traumatisme crânien dû à la découpe. Cependant, la perte massive de tissus cérébraux complique l'établissement d'une cause définitive. L'absence de sang pourrait indiquer une manipulation post-mortem. Conclusion. Il est recommandé de poursuivre l'enquête avec une analyse approfondie des outils susceptibles d'avoir été utilisés pour la découpe du crâne. Les circonstances entourant l'enlèvement du cerveau restent mystérieuses. Très bien. Je repose le dossier sur la table. Je me tourne du coup vers Haussmann. Et je lui dis... Monsieur il Jekyll. y avait... Monsieur Jekyll. Oui, mais je l'appelle... Je dis, c'est la joueuse qui dit Oui, Haussmann. non, mais le mec du jeu, il déborde. Monsieur Jekyll. Dites-moi, est-ce que vous avez pu prélever des tissus, quelque chose sous ses ongles, par exemple, ou autre? Ouais, bonne remarque. Même Liane n'y avait pas pensé. Oui, il faut que je prenne plus de temps pour les analyser. Là. Je n'ai pas... Autant les bilans toxicaux et sanguins, j'ai ce qu'il faut à disposition, mais pour les prélèvements de tissus dermiques, il faut que j'envoie cela dans le laboratoire. Vous aimez. Très bien. Je vous laisserai m'envoyer toutes les informations, comme d'habitude, directement au bureau. Bien entendu. C'est le Je vous remercie en tout cas pour votre diligence, monsieur Jekyll. Et tu salues. Sans te proposer un café ou autre. Il est pas très... Je récupère du coup le rapport d'autopsie et je repars au bureau. Je commence à avoir un mal de tête de fou parce que cette histoire est prise de tête. Donc je pense que dès que j'arrive au bureau, je vais sûrement me prendre une aspirine ou quelque chose. Et je vais renvoyer Camélia dormir. Je vais dire, écoute, moi là, j'arrive pas à dormir. Je vais prendre la relève. Rentre chez toi. Si ça te dérange pas, Émilie va dormir chez toi jusqu'à demain matin, vu l'heure qu'il est. Et puis après, elle ira en cours. D'accord, mais si tu veux, je l'amènerai au lycée. Ça me pose pas de problème. Je te Je dois bien remercie. ça. Merci beaucoup. Bon courage. Ouais, je vais en avoir besoin. Du coup, tu fais une nuit blanche.
Je fais une nuit blanche et je pense que je vais essayer de, pendant cette nuit blanche, de ressortir les vieux dossiers de MacGuffin. Alors, vu que tu fais une nuit blanche, je te laisse le choix de me dire comment ça va se traduire sur ton organisme. Soit tu prends un dégât physique, soit un dégât émotionnel. Je pense que... Alors, j'hésite. Parce que d'un côté, le dégât physique, ça pourrait vraiment jouer sur l'état de fatigue, mais d'un autre côté, là, il y a une espèce d'adrénaline qui fait que j'arrive pas à dormir, en fait. Mon cerveau est beaucoup trop en surchauffe, donc je pense que je vais prendre un dégât émotionnel, en fait. D'accord. Et cocher. Parce que là, c'est vrai que ça se bouscule dans ma tête. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais m'endormir 5-10 minutes, mais pas plus, quoi. Donc du coup, pas suffisamment pour me reposer. Mais sûrement, je vais très probablement piquer du nez en fouillant dans les vieilles affaires de 87. Bien, le MJ va regarder ce qu'il va pouvoir te donner comme petite aide de jeu. Tu fouilles dans les affaires de Andrew McGuffin. Ouais. Qui avait, je crois, 77 ans quand il est décédé. Et tu vas tomber en fouillant... Tu sais d'y prendre commande, parce que tu crois en fait qu'il a laissé plein de cartons, de cassettes audio et tout. Comment tu t'y prends pour chercher quelque chose? Alors, j'ai le numéro de l'affaire, qui est l'affaire L178. Donc, je vais aller fouiller, en fait, déjà dans les documents d'archives. Je crois que tu es à la date. 1987, il y a marqué. Ok. Tu vas trouver deux dossiers. Ouais. De 4G à 97. Veux-tu ouvrir le premier dossier ou le deuxième dossier pour commencer? Le premier. Le premier. On fait les choses dans l'ordre chez moi. Je te le mets dans les journaux et il y a la date. Le triple homicide. Alors, un rapport d'incident du 31 octobre 1987. Rapport d'incident du shérif Andrew McGuffin, du coup, j'imagine, 10 ans plus tôt. Incident de la Murder House. Sujet, meurtre des 3 lycéens, ouverture chirurgicale des crânes et prélèvement des cerveaux. Victime, Joshua White, 17 ans, élève en terminale, passionné de jeux de rôle et leader du club de cinéma. Le pauvre. Emily Richardson, 16 ans, élève de première, membre du club de littérature et proche de Joshua White. Damien Ford, 15 ans, élève de seconde, nouveau au lycée et membre d'un club de jeux de rôle clandestin. C'est une rôliste. Découverte des corps. Les corps ont été trouvés dans le sous-sol de la maison abandonnée dite Murder House, lieu réputé pour être hanté par des rumeurs locales. Les victimes étaient visiblement en train de participer à une partie de jeu de rôle. Les victimes présentaient des incisions parfaites au niveau des crânes, comme si une opération chirurgicale avait été réalisée avec une grande précision. Aucun des cerveaux n'a été retrouvé. Hypothèse. Ces meurtres rappellent une série d'incidents similaires survenus à Amber Lake en 77 et en 67. Le mode opératoire est quasi identique. Prélèvement du cerveau, crâne ouvert de façon chirurgicale. L'absence de sang indique une maîtrise parfaite de la procédure. Aucun signe de lutte n'a été trouvé sur les corps. Élément troublant. La présence d'un symbole étrange gravé sur l'un des murs du sous-sol. Semble être un cercle avec des motifs rappelant des constellations. Des bougies et autres objets étranges se trouvaient sur la table, parmi ce qui semble être le nécessaire pour une partie de jeu de rôle, une sorte de loisir à la mode chez les jeunes. Des experts en occultisme seraient peut-être nécessaires. Action prise. Fermeture temporaire du site. Enquête étouffée en raison des pressions exercées par les autorités locales pour éviter la panique. Note personnelle d'Andrew. Je n'ai pas révélé toutes ces informations à Meredith. Il est probable que ces crimes ne soient pas humains, mais je n'ai pas assez d'éléments pour le prouver. Ensuite, les autres. Nous avons le rapport d'autopsie qui a été fait par le docteur Victor Hewitt. C'est le rapport d'autopsie de Joshua White.
Victime Joshua White, découvert le 29 octobre 87 dans une maison abandonnée à Amber Lake. Cause de la mort, incision précise au sommet du crâne, prélèvement du cerveau, aucune trace de sang ni de lutte. Les incisions sont chirurgicales, réalisées qu'une expertise inhumaine. Le reste du corps est intact. Meredith note le terme de inhumain dans le rapport. Particularité. L'os du crâne semble avoir été scié avec un outil inconnu, non référencé dans les bases de données médicales ou criminelles. La moelle épinière est parfaitement sectionnée au niveau de l'occiput, comme si l'extraction avait été minutieuse et rapide. Conclusion préliminaire, l'origine de ces blessures semble être le résultat d'un rituel ou d'une expérience scientifique très avancée. Aucun antécédent criminel local ne correspond à cette méthode. Note personnelle d'Andrew. Il semble impossible que ce soit l'œuvre d'un humain. La technique est trop sophistiquée. Les outils utilisés semblent hors du commun. Et puis en tournant les pages, je trouve le journal personnel d'Andrew. En tout cas, des notes manuscrites. La première datant du 4 novembre 1977. Donc encore 10 ans plus tôt par rapport à la date du dossier. Je crains que ce que nous poursuivons soit plus ancien que nous l'imaginons. Les meurtres de 77, 67 et 57, et même avant cela, tout semble suivre le même schéma. Des jeunes gens disparaissent, des cerveaux manquants. Il se pourrait que ce ne soit pas une question de meurtre en série, mais d'un cycle qui se répète. Pourquoi chaque décennie? Qui ou quoi pourrait être à l'origine de cela? Trop de questions sans réponse. Le conseil m'a déjà sommé de clore l'enquête. Ils savent quelque chose, mais ils gardent le silence. Date 15 novembre 1987. Je ne peux pas continuer cette enquête. Ils m'ont tous dit d'arrêter, de laisser tomber. Mais je sens que quelque chose arrive. Ce cycle de 10 ans. La dernière fois, c'était le lac. Avant ça, c'était la maison de M. Parker. Ces meurtres, ces disparitions. Ce ne sont pas des crimes ordinaires. J'ai fait des recherches sur des phénomènes similaires dans d'autres villes, d'autres États. Et tout me ramène à Amber Lake. Quelque chose ou quelqu'un tire les ficelles. Je ne veux pas qu'elle découvre la vérité. Meredith ne doit pas savoir. Si elle plonge là-dedans, il n'y aura pas de retour en arrière. Comment se sent Meredith en lisant cette dernière ligne? Quand je finis de lire cette ligne, je me recule un peu, tu sais, en appuyant mon dos contre le dossier du fauteuil, en poussant un lourd soupir. Bon. Là, il y a vraiment quelque chose. Je ne sais pas ce qu'avait en tête Andrew quand il a écrit tout ça. Mais là, en tout cas, je me sens intriguée, un peu perplexe. Et en même temps, très curieuse. Parce que je me dis, est-ce que ça peut être un tueur en série? Est-ce que McGuffin était fou en se disant que c'était quelque chose de surnaturel ou pas? Parce qu'après tout, je crois moi-même au surnaturel, à son existence. C'est pas très bien pour une croyante comme toi. Ah oui, mais si les miracles existent, si Dieu existe, pourquoi pas le diable et ses démons? Est-ce que des créatures surnaturelles ne seraient pas quelque part des formes de démons de Satan? En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Et je me dis là, à l'heure actuelle, j'ai pas suffisamment d'informations pour arriver à y voir assez clair. Je vais laisser le dossier ouvert, mais je récupère le deuxième dossier qui était avec. Et je vais le regarder à tu son vois tour. qu'il y a une photo dessus. Je te montre la photo. C'est la Murder House. En effet. C'est le lieu que l'on connaît pour Murder House, et je te mets le petit dossier qui va avec dans les journaux. 1997, la Murder House. Il va falloir que je classe mes... Attends, je n'ai pas mis le bon truc, attends, parce que j'ai tellement de sous-dossiers et tout. Alors, 1987, voilà. Murder House, ok. Dossier confidentiel, Murder House et le concierge. La maison dite Murder House appartenait jadis à M. Parker, actuellement concierge du lycée d'Amber Lake. La maison est abandonnée depuis 20 ans suite à la mort de ses deux fils.
Pourtant, des rumeurs circulent encore parmi les étudiants. Rumeur locale. On murmure que Parker, avant de devenir concierge, était un chirurgien. Son surnom parmi les élèves est le scalper. Des étudiants prétendent l'avoir vu rôder autour de la maison, même après son abandon. À l'époque, il avait été suspecté dans la mort de ses fils, mais sans conclusion. D'autres rumeurs commencent à évoquer la légende urbaine d'une créature nommée le Brain Picker, croque-cerveau. Fait notable, bien que Parker ait été interrogé à de nombreuses reprises, aucune preuve tangible ne l'a jamais relié au meurtre. Pourtant, son comportement a toujours été étrange. Tu connais ce monsieur Parker. Tu l'as déjà entreaperçu que ta fille va au lycée. Oui. Je te remontre Mr. Parker. Tu l'as même déjà vu toi-même en tant qu'élève quand tu étais au lycée, qui est plus vieux que toi. Oui, il était déjà concierge à l'époque. Oui. Je sais pas si tu l'as reçu l'image. Oui, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Je pense que là, on est quoi? On est quel jour? On est samedi? On est toujours dans la foulée. Tu as découvert le corps dans la nuit du mercredi. On est donc le jeudi. Le matin, alors que le soleil s'est levé depuis quelques heures, et tu t'en es pas forcément rendu compte, tu avais le nez dans les archives. Raconte que, ouais, ça tire. Je pense qu'il faudra que je convoque au poste ce monsieur Parker. En effet, tu dis que peut-être que tu as ça, et qu'il te faudrait aussi en savoir plus sur la victime, pour mieux dresser son portrait. Tout à fait. D'ailleurs, que je dise pas de bêtises, tant que je regarde si dans le dossier enquête sur Teddy Kefner, Ouais. je t'ai mis une dernière page interrogatoire des élèves avec des idées de questions que tu pourrais poser aux différents élèves. Ouais. Mais tu sais que pour cela, il te faudra avoir l'autorisation de la principale, Madame Raven Fletcher. Tout à fait. Mais ça, il faudra que je... Brave dame. Je pense que je vais peut-être... Alors, est-ce que je vais la voir directement? Oui, sûrement. Je vais sûrement aller directement au lycée. Et je te laisse lire un petit peu les différentes questions pour te préparer un peu mentalement. Et Oui. ça me permet d'aller faire une petite pause. Du coup, que décides-tu de faire, Meredith Carter? Alors, on est le matin. Je vais passer un coup de fil à la famille Kefner pour leur annoncer la mauvaise nouvelle et leur demander de venir au funérarium afin d'identifier le corps. Ah, tu fais ça par téléphone? Bah, en fait, ouais, quoi que je peux aller les voir directement. Ouais, je vais aller C'est les par voir. rapport à ton image publique, j'ai envie de dire. Ah oui, non, mais je vais aller les voir directement. C'est mieux. Alors, de ce que tu sais sur eux, attention, prends des notes. Ça, c'est les notes du MJ, mais il te donnera l'info au fur et à mesure. Donc, tu sais que Teddy est issu d'une famille modeste et instable. Son père, Karl Kefner, est un mécanicien, souvent un chômage partiel. Et sa mère, Patricia Kefner, est une infirmière travaillant de longue heure dans une maison de retraite. Il a une sœur cadette, Caroline, âgée de 14 ans. Alors, attends, père mécano, souvent au chômage. Tu peux me redonner le prénom du père, s'il te plaît? Karl. Karl. Mère, infirmière, en maison de retraite. Et Caroline est la sœur cadette de 14 ans. À savoir précision, il faudrait que je le rajoute. En fait, Karl Kefner est le beau-père de Teddy. D'accord. En fait, sa mère, Patricia, avait eu Teddy et Caroline avant de se remarier avec Karl Kefner. Et il a adopté du coup les enfants qui ont pris son nom. C'est ça. Et de ce que tu as pu apprendre sur Teddy, pour le temps, on va dire que les seules choses que tu sais sur lui, c'est grâce à ta fille, Emily, que c'était un gars, on va dire, relax. Ouais, un hippie quoi. Enfin, Ouais, pas un non, hippie, oui. mais un rasta plutôt. Ok, donc
issu d'une famille modeste et instable. Donc beau-père souvent au chômage. Là, de toute façon, on est tôt le matin, donc je me dis peut-être que je trouverai les 2 parents à la maison. Mm. Donc j'y vais. Avec une certaine appréhension parce que je sais que c'est jamais facile d'annoncer à une famille que leur enfant est mort. C'est quelque chose que j'aurais souhaité ne jamais faire et que malheureusement je vais devoir faire aujourd'hui. Donc je frappe à la porte en arrivant. Quelques coups. Alors, avant de commencer à faire ton roleplay, je t'annonce la couleur. Il faudra que tu me choisisses une approche pour un potentiel jet de dés. Et je vais appuyer sur ton personnage. Tu le feras avec des avantages car ta faiblesse sur protectrice, enfin Emily, va être un peu influencée parce que comme tu l'as dit, c'est jamais facile d'annoncer ce genre de choses, de perdre ton enfant, et tu peux pas t'empêcher de faire le transfert sur toi-même en t'imaginant si un jour quelqu'un venait t'annoncer le décès de ta fille. Oui. Je vais utiliser l'approche résilience et calme parce que j'essaye de faire ça de façon la plus calme et professionnelle en fait. Donc je pense que je vais utiliser cette approche. Et en fait, le résultat définira un petit peu de manière narrative comment prendront la nouvelle des parents. Ouais. Ah bah, j'ai fait 3-3 sur les dés. Du coup, c'est un succès partiel. Ouais, avec le plus 1, heureusement. Ça aurait été un succès. Ça aurait été un échec. Tout à fait. Du coup, eh bien, je vais frapper à la porte. Bien, c'est la mère qui t'ouvre. Assez surpris, tu vois qu'elle était en train de se préparer pour aller au travail. Sûrement qu'il y a encore sa fille, elle était en train de faire le petit déjeuner. Bonjour, shérif, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Madame Kefner, est-ce que je peux entrer? J'ai à vous parler, c'est important. Oui, messieurs. Du coup, j'entre, j'imagine qu'elle me fait peut-être aller au salon ou quoi. Est-ce qu'il y a son mari qui arrive aussi? Oui, il y a son mari qui était en train de petit déjeuner, de très préparer sa petite truc, sa boîte à méta de lunchbox, tu sais, la vieille lunchbox classique. Vous devriez vous asseoir. Tu vois que la mère est un peu hésitante quand tu dis ça et tout. Tu vois que Karl te regarde, le père te regarde. Et qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois? Eh bien... Tu comprends qu'il parle de Teddy. Oui, je comprends. Quand il dit ça, tu sens un peu le mépris que le beau-père peut avoir pour son fils. Ouais, son beau-fils. Écoutez, il n'y a pas de façon facile de dire ça. Donc je vais pas y aller par 4 chemins. Caroline, tu peux aller dans ta chambre, s'il te plaît? Viens, je vais te préparer. Mais maman, s'il te plaît, obéis à ta mère. Tu vois que Caroline s'exécute. Bah, j'imagine qu'en fait elle va rester derrière dans les la maison. J'imagine une maison à étage. En fait, elle va rester dans les escaliers pour écouter. J'imagine totalement la scène. D'accord, ça me va. Et du coup, ben, Meredith va enlever son chapeau de manière assez solennelle, le tenir entre ses mains. Monsieur, Madame Kefner, je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais votre fils a été retrouvé mort cette nuit. Quoi? T'es dit? Tu vois que la mère s'effondre, Patricia s'effondre directement. C'est un truc que je ne souhaite jamais avoir à faire en vrai parce que ça doit être tellement horrible de devoir annoncer ça. Tu vois que Karl pose une main sur l'épaule de sa femme pour essayer un peu de la consoler. Et après quelques minutes de silence, il osera prononcer quelques mots alors que sa femme essaie de sécher ses larmes.
Laissez-moi deviner. C'est à cause de la drogue, c'est ça encore? Oh, t'y attendais. A priori non, monsieur Kefner. Tu vois que du coup, là, ça interpelle quand tu dis ça. Tu vois qu'il a évidemment beaucoup de préjugés sur son beau-fils. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Comme la plupart déjà, je passe d'un Burlock sur Teddy. Et du coup, ça éveille son. Du coup, même la mère, tu vois, s'arrête de pleurer d'un coup, tout aussi stupéfaite. A priori, il a été victime d'un meurtre. Nous sommes actuellement en train d'enquêter afin de trouver le coupable et de le traîner en justice. Teddy, assassiné? Je suis désolé de vous demander ça, Madame Kefner, mais est-ce que vous accepteriez de m'accompagner chez, chez Monsieur Jackal au service funéraire afin d'identifier le corps C'est Monsieur de Jack. manière officielle? C'est pas Jackal, c'est Jackal. Jackal, pardon. Tu entends sa voix répondre dans ta tête. Monsieur Euh, Jackal. oui, écoute, chérie, je m'occupe d'amener Caroline au lycée et je t'y rejoins. Pars avec le shérif. Je viendrai. D'accord. Tu vois qu'elle essuie ses larmes. Je vous suis, shérif. Je lance un regard pour, donc au père pour le remercier. Et je dis allons-y. Et en fait, tu remarques au moment où vous êtes dans le couloir pour sortir de la maison, qu'en fait, elle s'était préparée, mais elle était toujours en pantoufle. Je vous laisse le temps de d'enfiler des chaussures. Ah, oui, elle réalise à peine qu'elle était encore en Ouais, pantoufle. bah oui, j'imagine que là, tu penses à Oui, pas oui. ça. Et tu vois qu'elle met un peu péniblement ses chaussures. Ça dure quelques secondes de silence assez gênant. Mais je pense Et, que le silence va certainement perdurer une bonne partie du trajet dans la voiture, si ce n'est pas peut-être quasiment tout le trajet. Euh, je, euh, je lui dirai simplement quand on arrive en fait au funérarium. euh, Comment je peux formuler ça? Euh, après avoir identifié le corps de votre fils, je suis désolée, mais il me faudra vous poser quelques questions à votre mari et vous, afin de comprendre, d'apprendre à connaître un peu mieux Teddy, ses habitudes, ce genre de choses. Ça nous aidera pour l'enquête. oui, oui, bien sûr. C'est normal, je comprends. Je ferai tout pour vous aider à retrouver le coupable. S'il vous plaît, chérie, retrouvez-le, Ok. punissez-le. J'en fais une affaire personnelle, Madame Kefner. Merci. Et quand vous On arriverez va, Ouais, vas-y, on vas-y. va attendre, bah, du coup, quand on arrive au funérarium, on attendra le père, je pense, pour pas que Oui, tu arrives. voilà. Et En on tout cas, entrera tous ensemble quand vous rentrez dans le chez service, Monsieur Jackel. dans la maison de Ibis Funéral, Monsieur Jacquel vous accueillera toujours aussi élégamment, il est grand. Et il est assez charmant, malgré son œil qui te dérange toujours autant. Mhm. Et il se montrera extrêmement courtois. C'est vraiment impressionnant de voir le tact qu'il peut avoir, même s'il paraît un peu froid et tout, il reste quand même très respectueux, tu vois, une froideur respectueuse et courtoise. Mhm. Et d'abord, il proposera aux parents de prendre un thé. Ah oui, moi, il me propose pas un thé ou un café au milieu de la nuit, mais par contre, les parents, oui. Hein? Ça va, je retiens. Oui, oui, c'est le public relationnel. Ah ouais, bah oui, je comprends. Pour, tu vois, les aider déjà à passer un premier palier dans la détresse de ce qui se prépare à être montré. Oui. D'ailleurs, j'imagine que c'est lui qui leur dira au moment de montrer le corps, attention, préparez-vous, c'est pas beau à voir, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'il est très pédagogue dans sa manière de faire apprendre aux gens ce qu'il prépare. Ah oui, parce que moi, j'y vais avec mes gros souliers taille 42 fillettes. Hein. Là, je cherche pas, moi. C'est Alors, pour ça autant que je c'est vrai préfère que le tu laisser faire. as plus l'habitude de visiter les sous-sols de services funéraires. C'est vrai que l'étage, du moins le rez-de-chaussée, t'as pas trop l'habitude d'y aller. Tu vois que c'est vraiment très beau, très élégant, avec des beaux Ouais. meubles, il y a la salle de cérémonie avec toutes les rangées de sièges, des fauteuils de très grande qualité, mouflonnés et tout, l'estrade où on place bien souvent les cercueils et tout, il y a une sorte de pupitre aussi. Tu vois que c'est très très beau. Tu as pu voir aussi la galerie de tous les cercueils, vraiment des très belles finitions. C'est assez cosy comme service funéraire. Vraiment. Mais tu sais que Monsieur Jackal a pourtant la réputation de faire toujours en sorte que, quelle que soit votre bourse, en fait, il propose les meilleurs services sans pour être autant extrêmement onéreux. Ça, c'est bien. C'est tout à son honneur. Fais-moi un petit jet de lâcher prise, s'il te plaît. Hmm, je te fais ça. Alors, je me remets en normal, quand même, pour le Oui. coup, j'imagine. C'est un succès partiel, monsieur. Tu remarques dans le hall d'entrée une petite statuette assez étrange. Te perturbe un petit peu, une sorte d'animal, comme une sorte de chien couché. Est-ce C'est assez exotique. que... Ouais, la joueuse se doute Ouais. fortement de ce que c'est, mais est-ce que Meredith, vu qu'elle a certaines connaissances et qu'elle est ouverte au surnaturel, à l'occulte et compagnie, est-ce qu'elle peut avoir connaissance du fait qu'il s'agirait d'une représentation d'Anubis, le dieu à tête de Euh, chacal? Non, t'auras le doute parce que vu que c'est un succès partiel. C'est un joli chien, elle se dit. Non, tu sais que c'est pas forcément un chien, ça a l'air un truc antique, donc il te faudrait un peu creuser. Hmm. Ça a l'air, oui, tu peux deviner que ça a l'air arabe ou égyptien. Par là, tu vois, Ouais. c'est les Égyptes antiques, les pyramides, tout ça, mais c'est vrai que tu t'es Et peut-être je pas m'y connais mentionné, pas peut-être assez en que ton mythologie. surnaturel préféré, c'est plutôt les légendes urbaines américaines, le Sasquatch, les sorcières de Salem, ce genre de choses. D'ailleurs, tu sais qu'à Ouais, peut-être. Blackwater, la ville voisine, ça t'a toujours fait fantasmer. Il y a eu des histoires de sorcières et des légendes amérindiennes qui y peuplent. C'est vrai C'est que vrai. les légendes de l'antiquité égyptienne, C'est loin. c'est pas ton, ouais, c'est très loin. C'est dans le temps et Hmm. dans l'espace. Ok, très bien. Bah donc du coup, j'imagine que les parents auront pu identifier Teddy. Donc Oui, c'est bien oui, la lui. scène va être assez perturbante pour le mère et même pour le beau-père, tu vois, qui se Ah retient bah oui. Et pour regarder le voir scénario. le gamin, Ouais. le crâne ouvert, enfin sans le haut du crâne et sans le cerveau. Tu vois que même le père, même s'il avait pas l'air de porter son beau-fils dans son cœur, et que c'était tendu entre eux, même de le voir ainsi comme ça, même lui, tu vois qu'il a quand même eu une pointe de regret de voir que son beau-fils a fini comme ça. Il y a peut-être même un peu J'imagine. de colère qui passe sous ses yeux, se disant que qui pouvait être le monstre capable de faire ça. Et alors que sa mère aura une remarque assez étrange pour le coup, qui va te surprendre. Même Monsieur Jackal va sourciller un petit peu de ses épais sourcils. Ouais. Mais et, et son bonnet, il est où? On ne l'a pas retrouvé avec le corps, malheureusement. Mais j'ai mes adjoints qui vont fouiller la zone aujourd'hui. Si on le retrouve, on vous le rendra si vous le souhaitez. Merci. Il tenait beaucoup à ce bonnet. Tu vois qu'elle s'enfouit la tête dans les bras de son mari, oui, de son mari, en pleurant. Je remercie Monsieur Jackel d'un signe de tête poli. Il comprend que c'est pour éviter de trop perturber plus les parents que je Oui, ne mais pas d'ailleurs, tu vois plus que de toute parler. façon, il prend les devants, il remet le drap sur la tête, le visage de Teddy, et Ouais. il invite les parents à aller se réinstaller dans le salon au-dessus. Et le temps qu'il monte, il se tourne vers toi. Est-ce que tu as peut-être à lui dire quelque chose ou pas?
Non, non, j'ai rien à lui dire parce que j'attends qu'il m'envoie les informations des prélèvements. Donc là, pour l'instant, Hmm. si je vais juste le remercier. Je vous remercie, vous savez vraiment beaucoup mieux gérer que moi ce genre de situation. C'est mon métier, je suis très professionnel dans ce que je fais. Et je vous en sais gré, monsieur Jackal. Je vais m'occuper d'eux et faire tout ce qui est le mieux pour la dépouille de leur fils et lui offrir des funérailles idéales. Chacun Je, a droit à son respect pour son voyage dans l'autre monde. je hoche la tête, je le remercie et je vais juste C'est assez m'adresser. étrange et perturbant et pénétrant quand il dit ça. Hmm, j'imagine, mais là j'ai l'esprit ailleurs. Euh, T'as je. peut-être même eu l'impression, je sais pas, peut-être c'est toi qui as ton cerveau Ouais, qui va nettement de différence par rapport à ce que t'as peut-être lu avec les trucs, mais que son œil de verre, la pupille a brillé quand il dit ça. certainement un éclat de lumière, un reflet de la lumière. Oui, sûrement. Je fais ma Lisa. Je vais m'approcher des parents rapidement. Oui. Monsieur et Madame Kefner, je vous laisse avec Monsieur Jackel. Je vous confie à lui pour prévoir tout ce qui suit par rapport à Teddy. Je vous demanderai de me rejoindre dans la journée au poste, s'il vous plaît, afin, comme je disais à Madame tout à l'heure dans la voiture, de vous poser quelques questions sur Teddy. D'accord. Mais ils accepteront bien entendu. Et Pense je que vais tu les pourras laisser ton partir. après-midi de. Je pense que il faut que j'aille dormir un peu là parce que je tiens plus. D'accord, ça marche. On est le matin, donc je pense que je me dis, je vais rentrer chez moi, prendre une douche, dormir un quart d'heure, une heure, et puis après repartir, enfin une heure, peut-être deux, peut-être trois, peut-être cinq, et repartir ensuite après au poste de police. Avant ça, j'appellerai euh, Camélia, qui Oui. sûrement sera arrivée au poste entre-temps. Mhm. Et je lui demanderai d'emmener John et de commencer à voir en fait un peu sur la zone s'il y a des indices à D'accord. récupérer, Oui, bonne etc. idée, sur bonne là idée. où on a trouvé sur la scène de crime. Ok. Ben, du coup, toi, ton après-midi, donc tu passes avec les parents, pour un peu plus. Oui, On va pas le faire en roleplay, je vais juste te partager les infos. En fait, tu vas commencer un peu à dresser leur profil. Donc, concernant le père, bon, tu l'as très bien défini, il n'était pas particulièrement proche de Teddy. Et les deux hommes partageaient peu de moments ensemble. Notamment, par contre, tu as pu apprendre un peu à parler avec lui que Karl considère les études comme une perte de temps, préférant valoriser les compétences pratiques, ce qui a peut-être influencé la désinvolture de Teddy vis-à-vis de l'école. d'accord. Ok. Concernant Patricia Kefner, c'est une femme douce, mais accablée par le stress de son travail et les difficultés financières de la famille. Mm. Patricia a toujours voulu que Teddy s'en sorte mieux dans la vie, mais elle n'a jamais su comment le motiver. Cette distance émotionnelle avec ses parents a conduit Teddy, selon toi, à se tourner vers ses amis marginaux, vers un style de vie tout aussi marginal. Oui. Bon, la petite sœur, t'as pas pu l'interroger, elle est trop jeune. Maintenant, elle est à l'école. Mais visiblement, d'après ses parents, elle est beaucoup plus studieuse et ambitieuse que Teddy. Son beau-père en est assez fier. Est-ce que justement la petite sœur Caroline a discuté souvent avec Teddy? Est-ce que il pourrait lui avoir confié des choses qu'il n'aurait pas forcément confiées à Bah, ses parents? d'après les parents, leur ration est plutôt bonne, malgré leurs différences d'âge et de caractère, et Teddy se montrait souvent protecteur envers elle, elle voulant la préserver du climat tendu qui règne à la maison. Se confiera Patricia, disant que des Oui. fois, les engueulades entre Teddy et Karl étaient assez régulières. Ok. Je vois le genre. Très bien. Donc il faudra quand même, je demande, enfin je dis, il faudra quand même que j'échange quelques mots avec votre fille quand ça sera possible.
On ne Euh, sait jamais. Peut-être que Teddy s'est confié à elle. oui, oui, d'accord. Ça pourrait être important. Est-ce que vous lui Comme connaissez petit autre d'amis? truc, alors attends, je Ouais, finis de vas-y, voir. vas-y. T'apprendras que, bon ça tu le savais déjà, mais visiblement Teddy avait eu le rôle de mascotte de l'équipe de football Oui, ça, je le depuis savais. quelques années. Euh, que les principaux soucis d'Enguelade, outre son attitude et tout, étaient aussi ses goûts vestimentaires et musicaux. Visiblement la musique reggae était sa principale échappatoire. Il Ouais. écoute souvent du Bob Marley ou du Peter Tosh. Et Mhm. c'était un peu sujet d'engueulade entre son beau-père et lui au niveau de la musique et du son de celle-ci. Ok. Ok. Est-ce que ses parents lui connaissaient des amis? Non, il était assez marginaux, il parlait pas beaucoup de l'école et tout. Visiblement, peut-être que sa mère a peut-être des idées, peut-être suppose sûrement que son fils a sûrement été plus d'une fois visité, mais sans qu'il lui ait jamais avoué ou confié cela. Mais Très voilà, bien. elle doute que bon, il a pas dû avoir la fille facile à l'école. Je vais également faire signer aux parents une autorisation de fouiller le casier de leur fils. Bien vu, j'aime bien l'idée. Je me dis que je connais la proviseure. Je sais qu'elle est très protocolaire et très carrée. Et Ouais, ouais, que tu sans prends une des... autorisation parentale, il y a peu de chances qu'elle m'autorise à fouiller le casier. Mhm. Ouais, ouais, puis du coup, tu passes aussi un peu de temps à regarder les papiers administratifs pour les demandes d'interrogatoire des élèves et tout, histoire de... Absolument, oui. Non, mais voilà, je fais tout ça. Une fois que les parents sont partis, je m'occupe vraiment de toute la partie paperasse et protocole pour avoir le droit d'interroger les élèves. Et j'appelle le lycée, j'appelle la proviseure en lui, en lui expliquant rapidement la situation et en lui disant que, en voyant avec elle, en fait, quel jour est-ce que ça l'arrange que je vienne interroger les élèves en sachant que le plus tôt sera le mieux. Attends, excuse, parce que je suis en train de faire deux choses en même temps, excuse-moi. Tu disais quoi? Je disais, je passe un coup de fil à la proviseure pour lui, en amont, en fait, pour prévoir planifier un petit peu le jour où je vais venir pour pas débarquer avec mes grosses bottes Oh, de shérif. Pour ouais, lui expliquer la d'accord. situation, lui dire qu'on a retrouvé du coup le corps de Teddy Kefner et Mhm. que dans le cadre de notre enquête, on va avoir besoin d'interroger les élèves, au moins ceux Mhm. de sa classe, que je lui expliquerai que j'ai rempli tous les papiers, que je lui amènerai tous les formulaires nécessaires, etc., dont elle aura besoin, et que voilà, qu'elle me dise quel jour ça l'arrange que je vienne, en sachant que plus vite, plus tôt, c'est le mieux. D'accord. Tu vois que quand tu annonces la mort de Teddy à... Putain, je vais remettre ça avec tronche de pisse vinaigre. Ah, Madame Raven Fletcher. Ouais. Elle montre aucune émotion au téléphone quand tu Mhm. apprends la mort d'un de ses élèves. Pas qu'elle s'en fout, mais tu as déjà entendu Emily sûrement, elle a surnommé la frigide ou le bloc de glace, donc ça m'étonne, Ouais, ça t'étonne de guerre. son surnom parmi les étudiants, c'est l'iceberg. C'est ça. Putain, c'est elle qui joue la Titanic, un des rôles principaux. Exactement. Et en tout cas, au début, elle te mettra tout plein d'arguments administratifs par rapport à Oh, ce que tu veux le enquêter. formulaire 1262, oui, je l'ai rempli, Madame Fletcher. Tu vois vraiment, mais à vraiment pousser le vice à fond et tout, limite à te désespérer un petit peu, comme si elle le Ah oui, faisait mais exprès de, voilà, comme tout oui, professeur, mais sûrement vu que je protéger son connais établissement. le personnage, j'ai anticipé plus ou moins tout ça déjà, et j'ai déjà des réponses à tout, en fait. Fais-moi un petit jet d'intelligence et jet ruse quand même. Intelligence et ruse, Parce que oui. c'est un monstre, mais un monstre de la paperasse. C'est les pires. C'est un 9. Hmm, ça passe. Ça passe, mais c'est partiel. Alors, elle est d'accord, mais pas d'ici lundi. Ok, très bien. Ça marche. Bah, j'espère que tous les élèves de la classe seront présents Sachant qu'on est lundi. jeudi. Et jeudi. Et ouais, bon, c'est pas grave.
Elle t'autorise uniquement à interroger, elle te Ceux de la classe. prendra en fait des entretiens avec les élèves de la classe de Teddy. C'est mieux que rien, et je lui dis aussi que j'ai une autorisation des parents signée de fouiller le casier de Teddy. Voilà. Et que ça, par contre, je viendrai le faire dès demain. D'accord. Et j'attendrai pas lundi pour ça. D'accord. Voilà. Elle te demandera de venir peut-être après les cours, histoire que les élèves ne voient pas cela pour pas qu'ils se doutent de quelque chose avant qu'il y ait les interrogatoires qu'elle les ait Alors prévenus attends, officiellement. on est quelle heure là? On est encore en journée. Ouais, on est en Elle me demande de après-midi. venir. Si elle me demande de venir après les cours, je lui dis bah dans ce cas-là, je vais venir aujourd'hui après les cours. D'accord. Et je lui explique que c'est pour éviter que quelqu'un puisse ouvrir le casier de Teddy et prendre des potentiels indices. J'imagine qu'elle comprendra très bien et que, en tant que proviseur du lycée, elle a à cœur le bien-être et la sécurité de ses élèves. Donc je joue un peu sur la corde sensible si tant est que l'iceberg en est une. Non. Tu vois. Mais elle acceptera ta requête de venir fouiller le casier après les cours aujourd'hui. Très bien. Entre-temps, tu vas recevoir, tu vois que Camélia et John reviennent du terrain et que du coup elle te prépare son rapport de fouille du site. Oui. Et du coup tu peux lire dans J'ai le vu qu'il y avait dossier le rapport de enquête. fouille, je peux le lire. Rapport de fouille du site. Investigateur principal, Camélia Blair, shérif adjointe. Résumé des observations. Conditions météorologiques. Humidité importante, sol boueux dû aux précipitations récentes, faible luminosité naturelle à cause de la brume présente sur le lac. Température aux alentours de 4 degrés avec des rafales de vent modérées. Merci Madame Météo. État du site. Le corps de Teddy Keffner a été retrouvé dans une cavité d'un tronc d'arbre pourri à environ 1,2 km de l'ancien camp d'été. Détail de la fouille. Empreintes et traces. Absence quasi totale d'empreintes sur le sol malgré l'humidité. Le terrain étant boueux et propice à laisser des traces, l'absence d'empreintes est particulièrement suspecte. Il est possible que les traces aient été effacées délibérément. Quelques empreintes partiellement effacées ont été retrouvées à environ 10 mètres de la zone du tronc où le corps a été trouvé, mais ne sont pas suffisamment nettes pour permettre une identification. Je rappelle, j'avais demandé à ce qu'il y ait des photos quand même qui soient prises. Oui, il y aura des photos aussi. Objet manquant. Objet manquant. Bonnet Rasta de Teddy Keffner non retrouvé sur le lieu du crime. Oui, parce que j'avais demandé à ce qu'il le récupère. Oui, ouais, excuse-moi, j'avais anticipé en fait. Selon les témoignages recueillis, Teddy portait toujours ce bonnet auquel il tenait tout particulièrement. Odeur suspecte. Une forte odeur fongique a été remarquée à proximité immédiate du corps et dans la zone environnante. L'origine de cette odeur semble être liée à la décomposition des champignons locaux, sans lien apparent avec l'acte criminel. Objet retrouvé, blouson en cuir noir avec un emblème de coyote dans le dos, retrouvé à environ 1,2 km du site, jeté dans une des poubelles du Amber Lake Summer Camp. Le blouson présente des traces de sang. Ce sang n'a pas encore été analysé. L'emplacement du blouson dans la poubelle suggère qu'il a été jeté après l'incident, mais aucune empreinte digitale exploitable n'a été retrouvée sur l'objet lui-même. Des analyses de laboratoire sont en cours pour déterminer si le sang du blouson appartient à Teddy Tu vois qu'elle a pris Keffner déjà ou à une autre personne. Camélia a déjà pris les devants. Elle savait que t'allais deux. Sûrement Oui, bah, donc. c'est pas pour rien que c'est mon bras droit. Hein, voilà, je t'ai dit, j'ai confiance en elle et j'ai raison. Conclusion provisoire. Le lieu de la découverte ne présente que très peu de traces matérielles exploitables. L'absence d'empreintes et la disparition du bonnet de la victime soulèvent des questions quant à une possible mise en scène ou un effort pour effacer des indices. Le blouson retrouvé avec des traces de sang représente pour l'instant l'élément matériel le plus pertinent, et son lien avec le crime reste à confirmer. Action en attente, analyse du sang retrouvé sur le blouson, interrogatoire des témoins pour les informations supplémentaires concernant Teddy Keffner, comparaison des empreintes partiellement relevées avec celles de personnes susceptibles d'avoir été présentes dans la région le soir du crime. Très bien. Donc c'est parfait, ça laisse pas Bien mal de sûr, trucs. il y a Le des fait photos, parce que j'ai voulu demander des photos à Lia, mais elle n'a pas été capable de m'en faire. Il y a des photos du blouson. En effet, c'est un blouson en cuir noir avec un emblème de prix dans le dos, avec écrit une sorte de logo Spirit Coyote. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je connais un gang, par exemple, qui pourrait porter ce nom?
En effet, tu le sais, hein, il n'y a aucun jet d'aider à faire pour ça, ça fait partie du lore de Amber Lake. C'est pas un gang d'Amber Lake. Tu sais que Oui. c'est un gang qui est issu de la ville voisine de Blackwater. Et qui Ah, est suspecté d'être dans du trafic illégal de drogue, notamment. d'accord. Ok. Ben, quand je vois ça, je vais appeler mes collègues du service du shérif de Blackwater pour avoir des informations. Attends, je vais juste mettre sur pause un petit peu. Donc tu sais que oui, le shérif en poste à Blackwater se nomme Bill Travers. Tu l'as sûrement croisé. C'est pas quelqu'un de forcément que tu pourrais qualifier d'aimable. Un homme assez sec avec une grosse moustache. Il a pas forcément, disons que il a pas autant bonne réputation que toi, on va dire. Ok, bah dans tous les cas, j'ai pas le choix, hein. Faut quand même que je Disons l'appelle que pour toi, avoir t'es des peut-être, informations sur- il est sur- plutôt, ouais, la brutalité policière, tu vois. Disons que tu sais, de toute façon, Blackwater, même la ville de Blackwater, par rapport à Amber Lake, elle a pas super bonne réputation. Tu vois, ça, c'est habitants, ou c'est un shérif. Je comprends. Je comprends. Bah du coup, c'est avec une certaine appréhension quand même que je vais décrocher le téléphone et composer le numéro du poste de shérif de Blackwater. Oui, elle te mettra en correspondance avec, quand tu te présenteras, le secrétaire te mettra en correspondance avec le shérif. Oui, shérif Travers, j'écoute. Bonjour, c'est le shérif Carter de Amber Lake. Je Ah vous ouais. appelle parce que Alors, on a Digimon, une dans affaire. sa voix, il a des préjugés sur les femmes shérifs. Ouais, bah oui, bon, c'est pas, je m'en fous. Je vous appelle parce que on a une affaire de meurtre sur les bras et Là, vous on avez a une retrouvé. affaire de meurtre. Ah bah c'est bien, moi j'en ai 5 sur le bras. Je me laisse pas démonter par son air un peu Misogyne, complètement. blasé, moqueur, misogyne. Je vous appelle parce qu'on a retrouvé sur les lieux du crime, en tout cas à une dizaine de mètres des lieux du crime, un blouson des Spirit Coyotes. Et j'ai entendu dire que c'était un gang de chez vous. Ah, c'est ça le chien, tu m'étonnes. Qu'elle s'est encore foutu cette sac à merde. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information sur eux? Que c'est la pire des racailles qu'on puisse avoir. Que des petits pourris de natifs qui sont sortis de leur réserve, qui veulent se faire passer pour les caïds du coin. Ok, je... Dans la tête de Meredith, c'est un connard ce type. Bah oui, clairement. Euh, C'est la famille Haro qui gère le gang. Haro. Tiens, ça me fait penser on a des haros chez nous aussi. J'irai Ah, peut-être leur poser la question. sûrement de la mauvaise graine aussi. En même temps, vu la M'en parlez famille. pas. M'en parlez pas. Il gère officiellement, il gère la casse automobile de Blackwater. Mais on sait très bien Ouais. ce que c'est. Le chef de gang, vous savez qui c'est? Ah, normalement, officiellement, c'est Enola Haro. Mais en réalité, le vrai chef, c'est son mari, Cal. Mais il est actuellement derrière les barreaux. Donc potentiellement, lui, déjà, ça l'exclut. Est-ce que j'ai votre autorisation, shérif, d'aller rendre une petite visite à cet Enola Haro pour... Bah, écoute, si tu veux, Magra, tu peux y aller. Eh ben, je vous remercie. Tu sais pas trop comment le prendre, en fait, ça. Ouais, je sais pas trop comment le prendre, ça m'embête un peu. C'est limite un peu flippant, hein. Alors qu'il te laisse... tu aurais pensé qu'il te dise, ouais, non, faut pas les pieds dans ma vie. Là, Ouais. tu dois y aller chez la tu vois, qui dit, ouais, vas-y, gros, jette-toi dans la gueule du coyote. C'est un peu ça. Et je lui dis, et puis, bah, si jamais il y a des preuves incriminant un membre du gang, je peux vous laisser en échange vu que vous me laissez y aller, je peux vous laisser la primeur de l'arrestation.
De toute façon, un bon coyote, c'est un coyote mort au bord de la route. Sur ces belles paroles, shérif, je vous laisse. Putain de moi. Je suis poursuivi par ma propre cruauté. Oh la vache, tu joues tellement bien les connards. Merci. C'est des rôles de composition pour moi. Magnifique. Je raccroche et je vais voir. Alors, où est-ce que je peux, en 97, faire des recherches? J'imagine, bon, on a des ordinateurs un peu quand même. Il y a Internet, même si c'est pas très poussé, etc. Est-ce qu'on a des bases de données de criminels, tout ça ou pas? Ouais. Du coup, que veux-tu faire? Du coup, je voudrais... Alors, tu m'as dit celui qui est en prison, c'est quoi son prénom? Cal. Cal. C-A-L. Ok. Alors attends, je suis con, j'ai encore les visuels de Blackwater sur cette partie. Tu pourras trouver... Oh, je pense que quand même... tu pourrais trouver, il y a un dossier en fait, il y a des fichiers informatiques, une base de données, même si Internet n'est pas encore assez poussé. Il y a quand même, vu que vous êtes dans la même comté que Blackwater, il y a quand même, tu verras, des dossiers communs. Oui. Je me doute. Donc, tu peux découvrir l'image du padre, Cal Arrow. Ok. Très bien. Et du coup, la mère actuellement, Enola Arrow. Ok. Est-ce qu'il y a des informations, justement, vu qu'on partage les dossiers, sur les raisons de l'arrestation et de l'incarcération de Cal? Alors, le dossier judiciaire de Cal Arrow est lent comme un bras. Fusillade à main armée, trafic de stupes, tu vois que c'est assez long. Et visiblement, actuellement, il a été condamné après des règlements de compte entre lui et la famille Toussaint. Ok. Et du coup, Bon. c'est ce qui l'a amené récemment, actuellement, à faire un petit séjour à Londres. Mais visiblement, c'est pas son premier. Et tu te doutes que c'est pas son dernier. La mère Arrow a pareil aussi, alors moins impressionnant, mais elle a quand même un beau casier judiciaire. Alors peut-être pas aussi grave, plutôt dans refus d'obtempérer, refus de se mettre à l'autorité judiciaire et tout, plutôt de côté vraiment tête brûlée et de fuck anarchiste. Ouais. Officiellement, elle a été condamnée pour aucune affaire de drogue ou de meurtre par rapport à son mari. Mais ouais, elle n'est pas non plus blanche comme neige. Eh ben, je veux dire que ça va... qu'elle te paraît un peu plus respectable. Ouais, bah ça va quand même pas être du gâteau, à mon avis, de tirer des informations d'elle. Alors tu vois qu'en fait ça c'était un peu à la famille, parce que tu as même un dossier qui a aussi un casier. Tu as l'oncle, donc, le frère de Cal, Dick Arrow, qui pareil lui aussi pas mal de dossiers, notamment excès de vitesse avec moto, course-poursuite avec les flics. D'ailleurs, tu vois qu'il y a pas mal de témoignages de Bill Traver qui insulte copiément dans ses rapports Dick Arrow parce qu'il a encore grillé les radars et tout, qui s'amusait à le semer avec sa moto dans les alentours de Blackwater. Donc, il y a même, alors même, je sais plus la bonne image, j'ai mis l'image actuelle, mais même le fils Arrow, Shayton, qui a déjà un petit casier judiciaire aussi. Ah bah bravo. Cette famille est merveilleuse. Et là, je suis contente que Ethan, lui, n'ait pas de casier. C'est vrai que, en effet, tu sais qu'il y a 2 Arrow par chez vous. Il y a Nayati Arrow. Je le remonte. Ouais. Donc, le père de Ethan et Ethan, tu le connais déjà. Pas besoin que je te remonte son image. Par si Lisa veut encore fantasmer sur son chéri. Lisa n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Mais alors, Nayati Arrow a visiblement pas trop d'affaires sur son dos. Il a un casier judiciaire. Nayati. Tu sais qu'il s'occupe de la fourrière municipale du comté. Ouais.
Par contre, lui, il a un casier judiciaire un peu autre, rien à voir avec les clans des histoires de sa famille. Mais par contre, plusieurs fois, tu as déjà même été, tu le connais d'ailleurs toi-même, pour y avoir déjà été allé pour des plaintes en fait contre disputes conjugales avec sa femme. Non, j'ai oublié le Alors, mot. laisse-moi deviner. Dispute conjugale, tapage nocturne, peut-être bagarre dans des bars aussi, Ouais. j'imagine. Coups et blessures Ce genre sur sa femme, mais tu suspectes aussi Ouais. qu'il a peut-être déjà battu son fils. Oui. Et sa femme a foutu le camp, visiblement, depuis 2 ans. Et Mais je je sais sais que pas. c'est un alcoolique notoire. Ouais, il traîne souvent, c'est un bon pilier de bar. Donc voilà un peu la famille Haro dans toute sa splendeur. Nayati Haro, du coup, c'est quoi? C'est le frère, c'est un autre frère de Cal? Ouais, en fait ils sont 3, Cal, Dick et Nayati. Ok, très bien. Bah, de toute façon, là, je vais y aller forcément directement sur Et tu te dis le. quand même, en comparant un peu les dossiers, tu te dis quand même, heureusement que ma fille elle va pas au lycée de Blackwater. Grave, Oui, c'est clair. Qu'elle est plutôt Ethan comme Haro comme compagnon de classe plutôt que Shayton Haro. Ça a l'air d'être un petit peu celui-là. Ouais. Je vais aller. Alors, Blackwater, c'est à combien de distance de. Une vingtaine de Dans les- kilomètres, c'est pas si loin que ça en voiture. Ouais, c'est pas loin. Par contre, alors juste, je vais un peu rediriger les scènes vu que l'heure passe. Je pense que tu vas avoir un rendez-vous aussi avec la principale. Oui, Pour aller inspecter absolument. le casier. Parce que je te vois Absolument. vous partir dans plein de directions, je vais un peu te Oui, mais il y a trop de trucs à Oui, il y faire. a plein de trucs. Il y a trop de trucs à faire. Bah, j'irai sûrement demain chez les Haro et là, je vais aller. Parce que Ouais, tu sais qu'il faut te préparer mentalement avant d'y aller. Vu le truc sanglaire, la tanière du coyote, il faudra. D'ailleurs, je n'irai pas toute seule, j'emmènerai le bleu avec moi. Ouais, ouais, et puis tu dis aussi, tu prendras aussi le décapsuleur et le nom de ton fusil à pompe. Alors, je le prendrai, Au cas où. mais Au cas où. voilà, au cas où. Je tiens à dire quand même que mon approche de la famille Haro, je vais essayer d'y aller de façon diplomatique. Oui. C'est-à-dire à l'inverse en fait du shérif Travers qui lui a l'air d'être un. Mais tu dis qu'avec de mettre le gilet pare-balles sous la chemise et la veste, ça c'est pas du luxe. Ça c'est clairement pas du luxe. Je le mettrai, c'est sûr. Et je dirais aux gamins de le mettre aussi. Mais voilà, je vais essayer d'y aller en fait et de montrer patte blanche. D'accord. Voilà, je me dis peut-être qu'entre femmes civilisées, potentiellement, on pourra peut-être plus facilement discuter vu que elle aura pas face à elle le shérif misogyne. Ça sera peut-être un peu plus encline à la discussion. En tout cas, une femme de fort caractère, eh bien, tu sais que tu vas devoir en rencontrer une autre. La personne de Miss Raven Fletcher. Je la remets. Notre Magnifique. iceberg. Qui te reçoit alors que tu vois que les élèves ont quitté l'établissement depuis une vingtaine de minutes. Et que les profs eux aussi sont en train de finir de boire leur café, de se ranger leur cours et tout, alors qu'ils sont sûrement pour certains à la salle de prof. Alors je suis pas seul, hein, j'ai le bleu avec moi aussi. D'accord. Je l'emmène avec moi partout en ce moment pour lui montrer un peu les ficelles du métier. Vous êtes reçu par Miss Fletcher dans son bureau. Miss Fletcher, merci de nous recevoir. De rien, c'est normal. Vous représentez l'autorité locale et visiblement un de mes élèves est décédé. Absolument. Comme je vous disais au téléphone, il s'agit de Teddy Kefner. Ses parents ont été avertis ce matin et ils ont pu identifier son corps. Je souhaiterais que l'information ne s'ébruite pas pour le moment afin d'éviter, vous le comprenez, un vent de panique. Je préférerais moi aussi. Je vois que nous nous comprenons, c'est très bien. Je veux que mon établissement c'était toujours aussi impeccable et irréprochable. C'est tout à votre honneur. Nous allons avoir besoin... Ça sonne un peu comme une menace en fait, dans sa voix, de parler. Bah oui, j'en doute pas. J'en doute pas. Alors juste pour précision, tu sais que Raffen Fletcher a beaucoup de poids dans le conseil municipal de Humber Lake. Oui, je sais que si jamais je fais un faux pas, elle risque de vous... Alors j'ai pas encore dressé un peu le portrait du maire et tout, mais tu sais que elle fait partie un peu du gratin de la ville.
et qu'elle a les bonnes oreilles du maire. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, nous ferons le nécessaire afin que tout ceci se passe dans la discrétion la plus totale. Ah oui, et autre précision aussi, tu sais qu'elle est très laïque, elle ne supporte pas les croyants. Ah, donc elle doit pas beaucoup m'apprécier. Ouais, tu sais que sûrement, même, t'as peut-être même entendu des rumeurs comme quoi le terrain, tu sais qu'il y a derrière la paroisse, que là où ils veulent faire la fête de la moisson et tout. Oui. Elle fait partie de. Ouais, elle serait bien pour se l'approprier, pour le racheter. Oui, mais il appartient pas à la mairie de toute façon, le terrain, il appartient à Oui, la mais la paroisse. mairie veut aussi le récupérer. Ouais, je comprends. Le conseil municipal aimerait bien récupérer cela et tu sais qu'elle fait partie de ceux qui poussent pour que cela se produise. Ouais. C'est après tout fait l'église. Je peux comprendre. La joueuse, en tout cas. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le casier de Teddy, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, t'y amène d'ailleurs, justement. Je vous remercie. Et je vais du coup laisser mon adjoint ouvrir le casier. Donc, bon, forcément, avec toutes les papiers et tout, qu'elle vérifie 2-3 fois. Bien sûr. Pour être Puis sûr. lui, il prend des Avec précautions. une il met dedans lenteur méthodique pour te mettre mal à l'aise et te faire bouillonner d'impatience. Ça fonctionne. Ça fonctionne un peu quand même, j'avoue. Et du coup, tu ouvriras le casier de Teddy, qui est un bordel monstre. Il y a D'accord. d'ailleurs des affiches de Bob Marley, tu sais, des autocollants de feuilles de marijuana, tu sais, sur l'intérieur de la porte quand tu l'ouvres. Mhm. Et on aura ramené en fait un carton. Tu sais, genre les cartons qu'on peut voir dans les films et les séries où ils mettent tout le bazar quand ils démissionnent, ce genre de choses là. Et en fait, je pense qu'on va, pour faire vite, pour pas déranger Miss Fletcher, on va récupérer en fait tout ce qui est dans le casier. D'accord. S'assurer qu'on n'oublie rien derrière et tout trier directement au poste, je pense. Alors, quand tu feras ça, bon, il n'y aura pas besoin de faire des jeux de foot pour un casier, c'est pas dans des jeux de rôle qui. Oh, c'est jamais qu'il y a un double fond dans le casier. Non. Ouais, c'est ça. Dans le casier. Cela Mais- dit, ça sera vérifié aussi, hein, s'il y a un double fond, j'y avais Mais pensé. dans le casier, donc tu verras qu'il y aura quelques livres de cours et tout, classiques et tout. Et en fait, dans le fond du casier, tu verras un petit truc qui te fera tiquer, qui fera tiquer même Madame Fletcher, une petite pochette en plastique contenant c'est pas des cigarettes, hein, c'est des joints. Clairement. Ouais, donc, un petit Tu pochon peux avec même deux joints. renifler un petit peu le pochon et une bonne odeur de marijuana, ça me dégagera. Magnifique. Et du coup, en attrapant ça, je dis tiens, ça, c'est confisqué, ça va aller au scellé direct. Tu vois que ça n'a pas l'air de se prendre Fletcher. C'est pas comme si la première fois que je lui ai confisqué. D'ailleurs, Miss Fletcher, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Teddy? Quel type d'élève était-il? Un parasite de la société pourrait résumer cette énergumène. Est-ce qu'il avait des amis où il traînait plus souvent tout seul? Et est-ce qu'il avait des endroits préférés au lycée ou autour? Je l'ai surpris plusieurs fois, ainsi que notre professeur, à aller souvent dans les gradins. Je suppose que c'était là où il allait passer un petit peu quelques moments de détente. Il était aussi, je ne sais pas trop par rapport à sa classe, mais je sais qu'il est sur ma liste des moutons noirs, tout comme une certaine Chelsea, comment elle s'appelle cette petite conne aussi, excusez-moi mon terme, Chelsea Hood. Chelsea Hood. Je Ils étaient exclus amis tous les justement deux? aussi pour prise de substances illégales. Est-ce qu'ils se fréquentaient tous les deux? Je sais pas trop, je ne saurais pas vous dire, mais je suppose que quand il traînait dans les mêmes milieux. Très bien. J'aurais certainement besoin de lui parler. Elle sera au lycée lundi? Non, elle est actuellement exclue pour mauvais comportement. Elle est D'accord, autorisée à revenir que d'ici une semaine. très bien. Est-ce que vous pouvez me donner son adresse dans ce cas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, tu transmettras l'adresse de Chelsea Hood. Très bien. Il faudra son que j'aille dossier, interroger la demoiselle. Et d'ailleurs, quand tu vois son dossier scolaire avec sa photo de classe, tu vois qu'elle a un look bien grungy. Oui. Ah ouais, non mais complètement.
Je lève les yeux au ciel quand je vois. Je vois le monstre Heureusement de que ma fille n'est pas comme ça. Ah, heureusement que ma fille n'est pas une gothique. C'est le démon. Non, je veux pas le dire parce que je sais que l'autre elle aime pas les religieux. Mais voilà. Je dis oui, effectivement, elle a la dégaine d'une ado à problème. Oh, je voulais. Vous êtes loin encore de la vérité, je crois. Avec elle et Teddy, ils sont les deux éléments les plus perturbateurs du lycée actuellement. Eh bien, vous n'aurez plus à vous préoccuper de Teddy à présent. Même moi, celle-là, je me la serais pas permis. Je dis ça avec un peu une certaine amertume quand même dans la voix. C'était pas pour me moquer par rapport à lui ou quoi, tu vois. Je précise au MJ. Tu vois que bon, elle te regarde et tout. Tu comprends que bon, je sais pas que t'as abusé de ton temps, mais bon. De toute façon, je vous donne rendez-vous lundi pour interroger les élèves de la classe de Teddy. Tout à fait. Nous serons là à 9h lundi. J'ai réservé une salle d'études pour cela. Soyez discrète dans vos investigations. Je ne veux pas que cela trouble l'ordre de mon lycée. Vous pouvez compter sur moi, Miss Fletcher. En gros, tu sais qu'elle te dit, l'ordre ici, c'est moi, c'est pas toi. La loi, c'est moi. C'est Judge Dredd, quoi. C'est clair. Eh bien, je la remercie. Et puis, donc, John, elle le carton. Je suis un peu plein avec les bouquins, les trucs, ça doit être un peu lourd. Et c'est lui qui porte le carton. Et puis, on retourne poser tout ça au commissariat. Il est le soir, je pense que je vais aller justement, alors que tu croyais que ta journée allait être finie, que tu rentres au poste du shérif avec John, tu vois qu'il y a un véhicule garé devant le bureau du shérif avec un gros logo que tu reconnais et qu'il y a une femme qui t'attend, une personne que tu ne supportes pas. Pour toi, il n'y a pas pire nuisance que cette personne. Je te la montre. Oh non, pas elle, pitié. Gail Spring de la chaîne de télévision ELT66. Ah, quand je Tu vois, elle est déjà prête dans son magnifique tailleur rose pêche, son micro à la main, son caméraman prêt à la prendre sur son meilleur arme, et elle t'attend tel un rapace attendant. Ah là là. Mais alors, avant d'entrer, enfin avant de sortir de la voiture, quand on arrive et que je vois le camion de ELT66, je dis au bleu, je lui dis, mais qui c'est qui l'a prévenu celle-là? Je sais pas moi. Bon, alors je te préviens, tu ne lui adresses pas la parole, peu importe ce qu'elle te dit, d'accord? Tu sors de la voiture, tu vas directement dans le commissariat et je m'en charge. D'accord, chef. Et au moment où vous sortez de la voiture, tu vois que Gail Spring se jette sur toi tel un vautour. Et la suite au prochain épisode pour Meredith.